Il se pose au bord de la piscine et il attrape un bout de bois et un couteau et il se met à le tailler comme un Indien Cherokee Ouais. avec sa belle montre au poignet. Et là, moi, je le vois faire et je me dis, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Et donc, je m'approche de lui et je lui dis, écoute, Michel, il y a quelque chose que tu m'aurais pas raconté par hasard. Et il a un petit sourire et il me dit, bah, tu sais, j'ai une enfance un peu particulière. Quand il me parle de son frère, j'ai l'impression qu'il me parle d'un amour tellement absolu, tellement infini, que il est presque encore plus fort que celui d'un parent pour son enfant. Michel n'a jamais su ce qui s'était passé. Et Patrice a dit jusqu'au bout à Michel, tu ne le sauras jamais parce que je t'ai toujours protégé, je te protégerai jusqu'au bout. Il y a ce moment précis, celui où une vie bascule dans le récit d'une autre. Il écoute, et ce qu'il entend le sidère. 2 enfants, perdus dans la forêt, 7 ans à survivre seuls. Frères contre le monde entier. Un lien d'amour absolu, plus fort que la peur, plus fort que la faim, plus fort que le froid. Il ne le sait pas encore, mais cette histoire va l'habiter pendant des années. Parce que parfois, on ne choisit pas une histoire, c'est elle qui vous choisit. Aujourd'hui, je reçois un homme qui s'est retrouvé le dépositaire d'un récit extraordinaire. Un homme qui a porté la mémoire de 2 frères par amitié, par loyauté, sans jamais la lâcher. Un homme qui a exploré la peur, la fidélité et le doute pour que survive la lumière d'une enfance hors norme. Olivier Cassas. Bonjour. Bonjour. Olivier, nous allons revenir au tout début. On va parler de ce fameux week-end où tu as côtoyé donc du coup Michel, sans rien savoir de son passé. C'est un week-end il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'est ça, en Ardèche? C'était en 2015, ouais, en Ardèche. Et c'est un week-end où tout va changer. Alors, tout va changer. Moi, ça a été, oui, il y a eu un avant, un après dans ma vie, ça c'est sûr, parce que, en fait, Michel, je le connaissais depuis une dizaine d'années. On faisait partie du même groupe d'amis et un de ses amis nous avait invités à passer ce week-end ensemble dans cette maison en Ardèche que Michel venait de restaurer en tant qu'archi. Et donc, pour moi, Michel, c'était notre copain architecte du 17e à Paris, monsieur très smart, très élégant, avec un nom à particules, donc c'est une vraie ascendance aristo. Et dans le cas du week-end, après avoir un peu réceptionné son chantier et qu'on ne le voit pas trop au début du week-end parce qu'il était un peu avec tous les artisans du coin pour finir les travaux, il se pose au bord de la piscine et il attrape un bout de bois et un couteau et il se met à le tailler comme un Indien Cherokee Ouais. avec sa belle montre au poignet. Et là, moi, je le vois faire et je me dis, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Et donc, je m'approche de lui et je lui dis, écoute, Michel, il y a quelque chose que tu m'aurais pas raconté par hasard. Et il a un petit sourire et il me dit, bah, tu sais, j'ai une enfance un peu particulière. C'est incroyable parce que donc du coup tu te dis que l'histoire est incroyable. Enfin, c'est à la fois du choc, de l'incrédulité. Oui, et au-delà de cette sidération de découvrir donc la survie de Michel avec son frère en forêt aussi jeune et aussi longtemps, parce qu'ils sont quand même restés 7 ans à vivre comme des enfants sauvages, je suis surtout choqué par la puissance de leur lien. Très vite, je lui demande ce qu'est devenu, qui est devenu ce frère, et il m'explique qu'il est décédé il y a une vingtaine d'années. Et, euh, et quand il me parle de son frère, j'ai l'impression qu'il me parle d'un amour tellement absolu, tellement infini, que il est presque encore plus fort que celui d'un parent pour son enfant. C'est une des rares fois où j'entends parler d'un amour aussi fort et aussi puissant. Moi, j'étais jeune papa, je venais de découvrir cette folie où on se retrouve à aimer comme on pensait jamais pouvoir Inconditionnellement, aimer. oui. Il y a un truc qui sort, on se dit mais c'est pas possible, j'ai jamais eu autant d'amour en moi. Et j'avais l'impression qu'il me parlait d'un infini encore plus grand. Et très vite, tu dis qu'il faut en faire un film. Bah, je me dis tout de suite qu'il faut en faire un film parce que je suis bouleversé par ça. Moi, pour avoir envie de porter un projet pendant des années, j'ai besoin qu'il me bouscule, qu'il me bouleverse, qu'il devienne indispensable. Et quand je découvre cette histoire, je me dis c'est pas possible, on peut pas ne pas la partager. C'est exceptionnel, ça redonne foi en de grandes valeurs humaines. Il y a une fraternité, il y a plein de choses à raconter qui peuvent faire du bien à beaucoup de gens et qui sont importantes. Donc on a besoin d'entendre et de vivre. Mais il y a quand même un gros bémol, c'est que cette histoire, elle est restée secrète pour Michel et Patrice pendant presque 50 ans. Il en a parlé vaguement à sa famille les 20 dernières années après la mort de son frère, mais sans trop s'étendre et rentrer dans les détails. Et donc, je ne sais pas du tout s'il sera OK pour le faire, quoi.
Donc tu le recontactes quelques jours après. Je le recontacte. Déjà, on parle assez longtemps. Je me souviens être resté les pieds dans l'eau pendant 3 heures dans cette piscine sans bouger. Et on se revoit pour ça à Paris et on commence à en parler. Et je sens que c'est quelque chose de très intime, de fragile pour lui. Je respecte ça évidemment. Donc on commence à tisser un nouveau lien que l'amitié en dehors de l'amitié qu'on avait déjà. Ça devient un peu notre jardin secret aussi à lui et moi. Et on se voit de façon totalement irrégulière. Des fois, on se voit 2 fois dans la semaine. Des fois, on se voit pas pendant 2 mois pour en parler. Et ça va durer comme ça pendant 5 ans. Et Michel me dira plus tard que pour lui, ça a été une forme de thérapie, en fait. Donc, mais je me mets à son rythme. Et est-ce qu'il y a une part de peur de l'ampleur de la tâche, peur de toucher à des souvenirs très intimes? C'est quand même délicat. S'il y a une peur, c'est en fait la peur, elle est pas forcément assez vite. Je suis tellement dans une telle intimité avec lui que même si je suis le garant de son histoire et cette intimité en la portant à l'écran et en l'écrivant, je me sens tellement habité par cette histoire qu'il n'y a pas tellement de peur de trahir son ressenti, ce qu'il me dit, ou de trahir leur histoire, parce qu'elle finit par être tellement... je finis par tellement la connaître, et je le fais avec une telle envie et une telle intention d'en faire quelque chose de beau que j'ai pas peur de me planter à ce niveau-là. Par contre, ce qui m'effraie un peu plus, c'est lui, son rapport à cette histoire et le rapport au fait de passer d'un secret à quelque chose qui va devenir une œuvre publique, un film, un livre, enfin quelque chose. Là, d'un coup, on ne peut pas faire plus extrême comme changement. Tu t'attaques donc à ce projet titanesque. Il a fallu 7 ans de travail pour construire le scénario avec Michel, tirer les fils de ses souvenirs, compléter les blancs. 7 ans, c'est long. Et la peur, le doute, donc de revenir à certains moments. Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire « j'y arriverai pas » ou même d'envisager de laisser tomber? Alors, laisser tomber, non, moi, en fait, j'ai plus peur. J'ai des peurs, évidemment, comme tout le monde, mais j'ai plus peur de ne pas faire que de faire. Donc, ce qui me faisait le plus peur, c'était que ça n'existe pas, mais pas devoir laisser tomber parce que c'est de me retrouver dans une impasse telle que ça ne peut pas exister. Et en fait, mes grandes peurs, elles sont là. Elles ne sont pas dans l'action, elles sont dans l'inaction et dans le fait que les choses ne se concrétisent pas. Et ce qui, dans le cinéma, arrive souvent, malheureusement. Mais ce qui a permis au film de voir le jour et d'exister, c'est que chaque fois qu'on a été au bord du précipice et que ça a failli s'arrêter, je pense que moi, j'avais une telle détermination dans le fait que cette histoire, j'étais convaincu depuis le début qu'il fallait qu'elle existe et qu'elle toucherait beaucoup de gens. Il se passait quelque chose et ça repartait. Tu te sentais responsable du coup de cette histoire, un petit peu comme un devoir de vouloir la transposer et la mettre en lumière? C'est un mot lumière, je crois, en plus, que tu utilises souvent. C'est un mot que j'utilise souvent, ouais. C'est vrai, parce qu'on l'utilise beaucoup en cinéma, hein, c'est quand même la base de vrai. tout. Mais en tout cas, pas forcément une mission, mais un désir profond de ma part de partager le bouleversement affectif qui a été le mien avec cette histoire. Et c'est ce qui m'anime et qui me donne envie de porter des projets pendant des mois et souvent des années avec des films. C'est justement, même ça peut être sur une comédie, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un sujet qui me porte, qu'il y a quelque chose qui m'anime et qui m'habite, qui fait que j'ai envie plus que tout que de le partager avec le plus grand nombre de personnes possible et que ça devienne après leur histoire à eux. Plus tu avances dans cette aventure, plus tu entres en résonance avec ce que Michel a vécu, tu l'as dit, et ce n'est plus seulement un film que tu construis, c'est une amitié hors norme, tu en as parlé un petit peu, presque une nouvelle famille que tu crées, et tu l'as confié plus tard dans une interview, j'ai vu que Michel, il est le frère que je n'ai pas eu. Je suis fils unique, c'est un cadeau bien au-delà du film. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur ce lien fraternel qui vous unit désormais? Et à quel moment, surtout, tu as senti que tu avais gagné un frère aussi grâce à cette histoire? J'ai senti parce que lui me l'a avoué, parce que je ne me serais pas permis, vu ce que veut dire le mot frère pour lui, de me considérer comme un frère ou de le considérer comme un frère d'adoption s'il ne me l'avait pas dit en premier. Mais peut-être après 4 ou 5 ans de discussion,
Un jour, pour mon anniversaire, il m'envoie un texto, il m'envoie un message en me disant bon anniversaire, mon frérot. Et je l'ai pris comme une vraie déclaration d'amour. Je me suis dit, bon, bah, si lui se le permet, je peux me le permettre aussi. Donc, c'est vrai que c'est le grand frère que j'ai jamais eu aujourd'hui, vraiment. Et même Patrice, que j'ai pas connu, parce que quand j'entends parler de cette histoire, Patrice est déjà décédé depuis 20 ans. Michel m'en a tellement parlé, j'ai tellement pensé les mots dans sa bouche pour les dialogues, pour les réactions, que j'ai l'impression qu'il fait partie de ma vie, quoi. J'ai vraiment l'impression de l'avoir connu. Est-ce que ça t'a changé personnellement d'avoir cette figure quasi fraternelle dans ta vie maintenant? C'est un pilier supplémentaire. Évidemment, puis surtout, pour moi, ça a été une grande leçon de dépassement, de résilience, de voir ce que ces enfants et ces hommes ont vécu et ce qu'ils ont su dépasser. C'est aussi, je trouve, l'histoire est forte aussi parce quand on raconte cette histoire de 2 enfants abandonnés, on pense tout de suite à quelque chose de totalement dramatique et de très noir, Oui. alors qu'en fait, ils ont été anormalement heureux quand ils étaient enfants et ils ont eu des problèmes avant et après au contact des adultes. Mais finalement, ils ont eu même du mal à trouver de la saveur à leur vie d'adulte, tellement ils avaient vécu un Éden enfant. Donc, moi, ce qui me plaît aussi, et c'est pour ça que souvent je me retrouve à travailler sur des histoires vraies, c'est que la vie est hyper surprenante. Entre nos préjugés qui sont justement constitués aussi par nos peurs et nos réactions de défense du cerveau reptilien et ce que nous propose la vie quand elle nous fait aller bien plus loin que ça parce qu'elle ne nous en a pas laissé le choix et qu'elle nous met devant des événements ou des circonstances qu'il faut absolument dépasser, on se rend compte que derrière, waouh, dans les ténèbres, il peut y avoir une lumière absolument infinie et c'est ça que je trouve fascinant. Tu parles de ténèbres et il y a une part plus sombre dans cette histoire, malheureusement, qu'on découvre. C'est après ces années fusionnelles, il y a la vie d'adulte et puis les blessures. Patrice, le grand frère donc du coup de Michel, qui disparaît tragiquement 40 ans plus tard. On comprend qu'il a mis fin à ses jours en 93, rattrapé par le poids du passé. C'est pas facile à aborder. Pourtant, Michel, il a dit de toi, Olivier a bien transcrit ça dans le film. Toi, en tant que réalisateur et ami, pourquoi tu tenais à nous montrer cette tragédie et est-ce que tu n'as pas hésité justement peut-être à filmer cette fin douloureuse? Alors, je voulais pas montrer les circonstances parce que ça m'intéressait pas. Par contre, cette finalité, pour moi, c'était essentiel qu'elle existe. Il a même été question à un moment donné avec des financiers que le film se termine autrement ou de façon un peu plus. Et pour moi, c'était impossible de pas respecter ça. Parce que dans ce départ de Patrice, il y a encore une fois, il y a la douleur, et il y a le manque, et évidemment, il y a tout ce que ça peut avoir de terrible. Mais en même temps, il y a aussi une forme de délivrance. Et c'est là que la vie est complexe et qu'elle est intéressante. C'est qu'il y a eu aussi la délivrance de ne plus avoir ce secret, d'en parler, de pouvoir aussi le partager, de démarrer une nouvelle vie pour Michel, parce qu'ils s'étaient aussi enfermés dans ce secret tous les deux. Même si le manque, il est quotidien, il ne s'arrêtera jamais, évidemment. Et puis, je trouve la façon dont Patrice a organisé son départ est tellement chevaleresque et tellement romanesque par rapport à ce... Par exemple, dans le livre et dans le film, il y a un mystère autour de 3 jours de disparition quand Patrice était enfant. Michel n'a jamais su ce qui s'était passé. Et Patrice a dit jusqu'au bout à Michel, tu ne le sauras jamais parce que je t'ai toujours protégé, je te protégerai jusqu'au bout. Et c'est presque un parent qui parle comme ça à son enfant. C'est vrai. Et ce don de soi absolu, jusqu'au bout, jusque dans la mort, est tellement à quelque chose de tellement noble et de tellement sublime aussi que pour moi c'était indispensable de le raconter, il fallait le raconter. Est-ce que Michel, il t'a préparé d'une certaine manière à affronter cette partie de l'histoire? Je pense qu'il m'a donné tellement confiance, sa confiance a été telle
qu'il n'est pas venu sur le plateau. Il est pas du tout venu. Il a pas vu. Quand il a découvert le film, il a découvert le film entièrement. Il n'avait pas vu un seul plan du film. Je sais pas si tu t'imagines Waouh. le choc. Tu Le vois, choc, tu vois là, ta ouais. vie sur un écran. T'as même pas eu le recul de voir certaines scènes C'est ça, il a avec, même pas vu avec le certaines séquences. perchman, Ouais. avec la lumière, tout, ça démystifie un peu et on retrouve entre guillemets, le faux du cinéma. Là, il a même Là, pas il a eu vu ce recul-là, quoi. sa vie en grand On écran, te vraiment. projette ta vie et quelle vie sur un écran. Donc, pour moi, c'était un moment. Pour le coup, j'ai eu très peur. Voilà, on parle de la peur, mais là, ça a été vraiment un moment pour Je moi, te comprends. ce jour-là, le film m'a paru durer 6 heures. On est sortis de là tous les deux émotionnellement épuisés et en même temps, c'est un grand moment de vie parce qu'on a pleuré ensemble et ça a été vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. Tu te souviens de ces mots à la sortie de cette Oui, projection? il m'a pris dans ses bras, on était tous les deux en larmes et il m'a dit merci. C'est un moment fort, C'est pas ces mots, c'est juste un mot, mais qui veut dire plein de mais choses. qui veut dire plein de choses. J'aimerais qu'on parle aussi maintenant, aujourd'hui, donc, presque 10 ans après, ce week-end en Ardèche. Donc, il y a le film qui est sorti en 2024, qui a bouleversé le public. Et maintenant, il y a le livre, ton tout premier roman, qui est sorti il y a 2 semaines, 3 Ouais, semaines. un peu plus de 2 semaines. Les enfants de la forêt. Toi, comment tu te sens après avoir mené donc cette aventure jusqu'au bout? Et surtout, est-ce que c'est une page, j'ai envie de dire, alors c'est une petite métaphore, qui se tourne, ou bien cette histoire continue de vivre avec toi? Bah, elle continuera toujours de vivre avec moi, ça c'est sûr que ça tu te rends compte, c'est presque 10 ans de ma vie, c'est un bloc. C'est une partie avec tout ce que ça a pu changer à plein d'égards, et puis moi qui ai changé aussi au contact de cette histoire. Mais en fait, ce manuscrit, je l'avais écrit avant de rentrer dans le scénario purement pur et dur, parce que j'avais cette masse énorme d'informations. Et un de mes plus gros enjeux à l'écriture du film, ça a été de réussir à condenser cette histoire en un seul film. Ouais. Pendant longtemps, j'étais un peu bloqué. Je disais à Michel, écoute, j'ai un film qui fait 4h30 et C'est un peu frustrant, là. c'est impossible à produire, à tourner. Enfin, donc j'étais très, très embêté avec ça. Et j'avais rassemblé toute cette histoire dans quelque chose qui avait plus une forme littéraire. Et il s'est trouvé que de cette forme littéraire, j'ai écrit un premier scénario qui a été réduit avec le temps et avec les versions parce qu'on a eu beaucoup de mal à monter le film. Et la meilleure façon, quand on manque d'argent, c'est de couper des scènes. Oui. C'est ce qui est le plus rapide, le plus efficace en tout cas. Et donc, on a écrémé le scénario pour finir par tourner le scénario qui a donné le film Frères. Mais quelques mois après la sortie du film, je suis retombé sur ce manuscrit et même moi, j'avais oublié la quantité La d'informations densité. et la densité de cette histoire, en fait. Parce que j'avais eu le tournage entre-temps, les versions de montage, où pendant le montage, on voit peut-être plus de 100 fois le film. Donc, il y a un oubli qui se fait par rapport à des scènes d'origine. Et surtout, j'ai retrouvé une temporalité et un rythme que le cinéma permet pas. Et une intériorité aussi dans les ressentis des personnages, dans les émotions, dans tout ce que peuvent percevoir vraiment au plus profond d'eux les personnages. Et qu'au cinéma, on montre, on suggère, c'est tout l'intérêt, c'est ce qui est hyper excitant au cinéma, c'est qu'on ne peut pas, on ne dit jamais rien, on essaie de le montrer. Quand on dit généralement c'est qu'on se plante, c'est que c'est pas bon. L'avantage de la littérature, c'est qu'on peut vraiment aller en profondeur dans les ressentis. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver ce manuscrit, à le reprendre, à le retravailler et à me dire pourquoi pas assumer que c'est un roman. Et ensuite, j'ai eu la chance, au contact d'une personne chez Flammarion, de leur proposer et qu'ils décident de le publier. Si tu devais résumer cette aventure, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi-même, j'ai envie de te dire? Elle m'a appris, tu parles de la peur, elle m'a appris à faire confiance. Parce que il y a eu énormément de moments où la messe était dite, c'était fini, l'histoire s'arrêtait, ça n'aurait été rien, ça aurait peut-être été juste simplement un roman, et encore peut-être pas.
Et d'avoir la foi et la confiance et de se dire que si on y croit et si on est convaincu par ce qu'on fait, ça finira par arriver. Maintenant que tu as été au bout, enfin, je pense qu'on peut dire que tu es au bout du projet. Est-ce que tu te projettes sur une autre histoire? Ouais, bien sûr, bien sûr. peux en Oui, parler un petit peu? j'en ai d'autres. Il y en a que j'ai déjà bien développées. En tout cas, je cherche surtout pas à revivre autrement cette histoire-là. Elle est singulière, elle est particulière, et je cherche à vivre d'autres C'est ça, aventures. pas spécialement besoin de te Non. détacher de cette histoire. Et surtout pas être dans la comparaison. Bien sûr. Parce que, voilà, de par le fait que ça s'est mêlé à ma vie, à l'histoire, à l'amitié aujourd'hui avec Michel et tout ça, je pense que ce serait la pire erreur de vouloir revivre ça autrement. Et puis ce serait même peut-être un peu ennuyeux. Donc je reste ouvert complètement à vivre des aventures très, très différentes. Donc oui, je suis déjà sur d'autres sujets, notamment une adaptation de roman. Et là, je viens de passer aussi un temps vraiment génial à enregistrer le livre audio Oui. du roman, où en fait, on a fait un livre audio augmenté avec des musiques, avec des bruitages, avec justement quelque chose de très sensoriel, Ça soit immersif. qui est complètement immersif, qui est en binaural, en son 3D, enfin qui est Oui. vraiment quelque chose qui soit toi qui fais du podcast et du Très son, belle qualité. voilà. Et parce que je trouve que le son a cette poésie et le fait de ne pas avoir les images, d'avoir juste la suggestion du son, ça nous rappelle, c'est comme ce qu'on peut avoir avec le roman, mais avec une dimension émotionnelle un peu plus forte. Voilà, je me suis éclaté à faire ça. C'était pas prévu. Et voilà, donc c'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Et pour moi, ça a été une façon de revisiter encore une fois ce ressenti avec la maturité que j'ai aujourd'hui, que j'avais peut-être pas à l'époque où j'ai écrit les premières versions du roman. Et donc voilà, ça a continué à vivre et je ne prévois rien. Merci Olivier. Merci. Il y a des histoires qu'on n'attend pas. Celles qui vous attrapent par la manche un jour ordinaire. Celles qu'on ne peut plus lâcher une fois qu'on les a entendues. Ce moment précis où l'on comprend qu'on ne pourra plus se détourner. Il y a la peur, bien sûr. La peur de faire mal, de ne pas être à la hauteur, de trahir sans le vouloir. Et puis il y a ce choix silencieux. Rester, écouter, porter ce qui a été confié. Ce que ces histoires rappellent, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la fidélité. Fidélité à une parole fragile, à un lien, à une confiance donnée. Peut-être que le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. Peut-être que c'est de rester, malgré la peur. Même pas peur. Même pas peur.